juste en guise d'introduction, Balkis a beaucoup insisté pour que je fasse cette présentation qui est un petit peu en marche par rapport à mes activités de recherche et d'enseignement. Voilà, donc c'est plutôt un partage d'expériences, de choses qui sont en train de se passer, que je vous livre. Et puis après, voilà, on pourra en discuter si vous voulez. Voilà, je pense qu'il y a des choses assez intéressantes qui se passent du côté du low cost. Ouais, ouais. Donc c'est un petit retour d'expérience. Je suis professeur à l'Institut Agro de Montpellier. J'anime une équipe qui s'appelle Agrotique avec une chaire d'entreprise. Et puis, je crois que vous allez visiter aussi le MAS numérique pour certains d'entre vous cet après-midi. Vous aurez l'occasion aussi de voir un projet qui est animé par l'équipe. Donc, une présentation en 4 points, très, très logique. Le low-tech, juste revenir vous dire quand même que c'est un petit peu dans l'ADN de l'agriculture et de la viticulture. De quoi parle-t-on quand on parle de low-tech numérique? On parle de high low-tech ou de low high-tech. Là, et puis je vous présente un petit peu quelques exemples de projets qu'on a dans l'équipe pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe et l'impact que ça peut avoir ou pas. Hein. Alors, pour commencer, bah ouais, le low-tech, le do-it-yourself, en fait, quelque part, c'est vraiment dans l'ADN de l'agriculture. Hein. Je vous ai mis juste quelques exemples que j'ai piochés. Alors, quand je fais des visites de domaine, moi, je m'intéresse beaucoup au matériel. J'aurais pu vous faire une présentation avec que ça, parce qu'il y en a partout. Donc, c'est des images que j'ai prises. Hein. Donc là, par exemple, un dérouleur hein, pour les fils ou pour tout ce qui est irrigation goutte à goutte, un système bidouillé pour arracher en fait ces pieds de vigne, en tout cas quand on a confronté des problèmes de dépérissement et de replantation. Là, bah, vous allez aller cet après-midi sur le domaine du chapitre de l'école. Je ne sais pas si vous voyez, bah, eux, c'est des palettes avec des roues achetées chez Ikea pour entreposer le matériel et juste pour faciliter la manutention, hein, déplacer le matériel, pouvoir re-ranger, déplacer, etc. Donc là, on est quelque part dans la conception pure, hein, finalement, dans du low-cost, on récupère, et puis des fois on est aussi dans du détournement d'objets. Donc là, je vous ai mis un exemple assez classique, hein, c'est bah, on prend à gauche, c'est un atomiseur hein, qui sert normalement pour faire de la pulvérisation, et là qu'on transforme finalement d'une tonne à eau avec, on récupère en fait finalement la pompe, et puis on s'en sert pour irriguer en fait les plantiers hein, qui viennent d'être plantés. J'en ai vu des machines comme ça, carrément avec les sièges hein, pour les 2 opérateurs à l'arrière, le parasol, donc adapté, là on est dans l'étournement. Puis à droite, une idée que moi personnellement je trouve brillante, hein, c'est récupérer en fait le porteur d'une machine à vendanger tractée pour du désherbage en fait mécanique sur le rang. Et là, je trouve ça intéressant parce qu'on va récupérer toute l'hydraulique, le portage, la conduite, l'assistance, et voilà, des idées brillantes. Et juste pour vous dire que voilà, ça existe, c'est courant, surtout sur le matériel agricole. J'ai pas vu d'études spécifiques là-dessus, j'ai cherché des publis, etc. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi l'agriculture, finalement, il y a beaucoup de choses comme ça. Bah, la première chose, c'est bah, souvent, il y a présence d'un atelier, un poste à souder, on peut bricoler, etc. Il y a 3 semaines, je visitais un domaine, c'était une journée pluvieuse, il y avait 10 tractoristes sur le domaine, et ben, il y avait un atelier, ils ne pouvaient pas sortir, il y avait un atelier à apprendre à souder, à faire des choses sur cette journée. Donc, pause forcée, voilà, parce qu'on a une activité qui est saisonnière, parce qu'il y a des journées pluvieuses et que bah, voilà, on peut s'occuper à d'autres opérations. Et puis aussi une forte spécificité locale, adaptée aux conditions, ne serait-ce que l'exploitation, aux conditions particulières, climatiques, l'organisation même de l'exploitation, qui nécessite parfois des adaptations du cadre de travail. Alors, les motivations sont variées. Hein. J'ai mon collègue Léo Pichot qui a fait une thèse sur les sciences participatives en viticulture et on s'est beaucoup intéressé sur qu'est-ce qui fait que quelqu'un va contribuer ou va partager des données. Et là, il y a tout un champ hein, et on peut recenser les motivations. Et il y a des motivations qui sont purement égoïstes. Moi, je veux me faire plaisir. Je veux améliorer mon cadre de vie. Je veux améliorer mon quotidien, réduire la pénibilité de mon travail. Et puis, il y a des motivations qui sont aussi altruistes, c'est-à-dire je veux exister dans un collectif, je veux être reconnu comme créateur, apporté par mes pairs, exister à travers mes propositions. Et ne pas l'oublier, hein, quand même, dans l'histoire du machinisme et du matériel, de la viticulture, il y a quand même pas mal de success stories hein, qui sont partis un peu à la Steve Jobs, hein, à partir d'une idée brillante qui est sortie finalement d'un garage. Alors, quand on parle du low-tech au numérique, de quoi parle-t-on? Je vais passer cette diapo, mais c'est un ensemble de dispositifs, peut-être en avez-vous entendu parler, hein, Arduino, Raspberry, j'en ai mis d'autres, qui sont
sont en fait des outils finalement numériques, mais de prototypage rapide. C'est du plug and play. C'est presque qu'on joue avec, hein, mais qui restent quand même des outils performants, fiables. C'est-à-dire qu'on peut avoir une carte d'acquisition, connecter un capteur, changer le capteur, faire des tests. C'est de la programmation de prototypage très rapide qu'on peut finalement encapsuler et déployer assez rapidement. Donc il y a ça, il y a naturellement tout ce qui est imprimante 3D qui va permettre de fabriquer à façon des outils. Et puis des choses peut-être que vous connaissez moins, Airtable, Glide, des outils comme cela. Alors Airtable, c'est quelque chose que nous on regarde avec beaucoup d'attention parce qu'on a beaucoup parlé d'agilité, de digitalisation. Il y a beaucoup de systèmes d'information qui ne sont pas agiles. Hein. Enfin, moi en tout cas, pour mon institution, je suis obligé de le reconnaître. Voilà, ça ne suit pas nécessairement notre quotidien. Et on le voit dans beaucoup d'institutions, finalement, deux systèmes d'information cohabités. Je pense qu'on c'est le mot ici. Un, l'officiel, et puis les feuilles Excel hein, qui se promènent, partagées, pas mises à jour. Voilà, et Airtable, c'est intéressant parce qu'il part du principe que finalement, Excel, c'est des interfaces. Comment finalement adapter, sans programmer, un système d'information basé sur Excel, donc qui va permettre finalement de fiabiliser, collecter, partager, consolider des informations. Puis à droite, quelque chose qui est un petit raz-de-marée en agriculture. Je ne sais pas si vous avez organisé la semaine dernière un séminaire dans le cadre de l'achat là-dessus. C'est le réseau Centipède. Le réseau Centipède, alors là, c'est extraordinaire. C'est un réseau participatif de systèmes de localisation centimétrique. Et c'est collaboratif. Et là, ce que vous voyez, c'est un agriculteur. Hein, j'ai vu au hasard. Il montre comment il installe en fait sa station de base. L'idée, c'est tout simple, hein, c'est de couvrir, en fait, d'avoir sa propre antenne de réception qu'on a fait soi-même sur son exploitation et de bénéficier de cette manière-là d'une correction GNSS, donc de pouvoir se positionner au centimètre pour le guidage des machines, l'autoguidage pour un certain nombre. C'est un vrai raz-de-marée, hein, parce qu'en 2 ans, on en est à aujourd'hui, il y a 236 bases qui sont sur la France. Il y en a une sur le domaine du chapitre, hein, avec Thomas qui pourra. Et en autoconstruction avec des tutoriels. Ça, et 60% des contributeurs sont des agriculteurs. Hein. Pas des instituts, c'est pas des chambres, c'est des agriculteurs qui mettent en place leur propre station de correction GNSS pour avoir cette correction. Alors au-delà de ça, on a aussi une dynamique un peu Fab Lab. Alors, je donne 2 exemples. Hein. Il y en a un qui a été inauguré la semaine dernière à l'Institut Agro, hein, qui s'appelle l'Agro Fab Lab. C'est l'illustration qui est à gauche. Et puis vous avez aussi par exemple Beauvais hein, qui ont créé vraiment l'AgriFab Lab, là qui est une structure assez importante qui permet de faire venir des techniciens, des agriculteurs, etc. pour concevoir ou co-concevoir finalement des nouveaux outils ensemble. Alors, moi, quand l'équipe, en fait, mon équipe, c'est jeune, hein, et on se lance dans un AgroFab Lab, je leur ai dit, oulala, attention, ça va bien marcher pour les agents, éventuellement les techniciens, les gens avec qui on est en contact, les étudiants évidemment, mais moi je suis pari que les agriculteurs et les viticulteurs ne viendront jamais au centre-ville, à l'Institut Agro. Donc si on veut vraiment toucher finalement les viticulteurs et le monde rural, il faut faire un AgroFab Lab mobile. Donc de là, nous, on est parti en s'appuyant sur notamment la chaire d'entreprise agrotique, et puis sur un autre projet qui est aussi à nous, on a créé en fait un Fab Lab mobile, c'est-à-dire là, c'est le Fab Lab qui va à la rencontre des agriculteurs. Voilà, donc l'idée, c'est de faire de la démonstration, c'est pourquoi pas initier des projets, voir quel est le ressenti. On est dans l'acculturation, dans l'animation, mais aussi dans, quelque part, faire émerger des idées de choses qui intéressent en fait finalement les agriculteurs et les opérateurs. Donc là, je vais vous présenter quelques idées de projets, quelques projets qui ont émergé, entre autres de ce Mobile Lab, mais pas que, aussi des relations qu'on a avec les professionnels. Le premier, c'est quelque chose de tout bête. Alors, juste obligé de préciser que le Mobile Lab, il est animé par Simon, c'est un fils d'agriculteur, donc ça passe très très bien aussi. Hein. C'est une composante très très importante pour pouvoir finalement dialoguer, échanger, faire émerger des idées. Première utilisation, là c'est toute bête, hein, c'est une pompe, c'est une télécommande pour une pompe pour l'irrigation. En l'occurrence, on déploie les enrouleurs et la pompe elle peut être à plusieurs minutes, dizaines de minutes, voire parfois 20 minutes de là où on a déployé l'enrouleur. Donc ça impose à l'agriculteur de revenir là où il y a la pompe, puis de revenir pour vérifier que l'enrouleur est bien sous pression.
Et donc là, l'idée, c'est plutôt de déclencher directement la pompe avec un petit servomoteur qui fait juste ça par SMS. Et en plus, on va pousser le raffinement jusqu'à mettre un micro. Comme ça, on peut se connecter et vérifier que la pompe est effectivement en fonctionnement au moment où elle a été déclenchée. Donc ça, voilà, un appareil auto-construit, ça fait 2 ans qu'il tourne sur l'exploitation, pour lequel il a été mis en place. Une autre idée qui a émergé, c'est en fait c'est l'agrocam. Donc là, vous avez c'est une petite caméra dans un petit boîtier. Alors, vous voyez, c'est tout simple, c'est vraiment les boîtiers, les achètent au dépôt pour rien. On met une caméra dedans, elle est connectée. Il y a un petit servomoteur qui ferme et qui ouvre l'objectif pour le protéger des traitements phytosanitaires ou des aléas climatiques. Et puis juste un serveur sur lequel on visualise les images. Donc c'est des time-lapse. La caméra ne fait que prendre une image et la mettre à disposition avec un time-lapse, avec la série d'images, l'adapte et on navigue dans les images. Et là, on a fait une publication là-dessus parce que c'était très intéressant. On a fait des focus group avec des techniciens, des viticulteurs, pour identifier tous les usages qu'il pouvait y avoir. Et c'est intéressant parce qu'il y a des usages qui sont à la fois plutôt, par exemple, de technicien. Je veux, plutôt que faire toute ma tournée tour de plaine, je me focalise sur quelques parcelles et puis les autres, je vérifie si le stade phéno, si l'enherbement est au même point. Et puis ça peut être aussi un outil pour vérifier simplement, voilà, est-ce que le désherbage est fait, où on en est dans l'enherbement, où on en est dans le développement phéno, etc. Donc, ça ne remplace pas naturellement le vrai tour de plaine, mais ça permet finalement de faciliter, ou en tout cas de se rassurer au quotidien sur l'évolution des parcelles. Voilà. Un autre projet, c'est, alors là, on fait une veille aussi naturellement sur tous les petits capteurs low cost qui sortent. Donc là, c'est un capteur à 80 € multispectral, donc spectral. Donc ça, nous, on a l'agriculture, c'est magique. Et donc là, l'idée avec le Baby Lab, ça a été de tester finalement toutes les applications possibles de ce petit capteur. Alors, vous voyez, il est embarqué, la coque, là, on l'achète comme c'est sur la gauche. Et puis, en imprimante 3D, on fait le petit capteur. Et puis, voilà, on le teste. D'ailleurs, ça a été testé en collaboration avec l'ICB sur la viticulture pour voir en fait un petit peu le potentiel en termes d'aide à la décision, teneur en profil, mesure de la vigueur, etc., que ça a apporté pour la viticulture. Autre projet, c'est le déploiement. Alors, on est toujours dans le monde un petit peu du libre et de l'open source, de réseaux. On parle beaucoup de haut débit, comment dire, de haut débit de données, de gros volumes de données, mais il ne faut pas oublier que en fait, en viticulture, on est aussi sur des phénomènes très lents. On n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de débit. Donc les réseaux bas débit, c'est quelque chose qui est aussi très très important en termes de suivi, soit suivi météo ou suivi par exemple de l'eau dans le sol. Donc là, ce que vous avez, c'est simplement le test d'une antenne bas débit pour 300 € qui va permettre, par exemple, là, on couvre par exemple, tout le domaine et de vous donner une cartographie de la qualité de réception de ce débit de ce réseau. Donc là, l'intérêt, c'est déjà d'être en mesure localement de déployer un réseau pour pouvoir connecter des objets, mais aussi on l'a testé dans la cave. Donc la possibilité aussi de connecter des objets annexes dans la cave sans avoir à déployer des fils, des réseaux annexes, etc. On reste sur des petites données lents, c'est quelques octets, on va dire, par jour. Une autre application, là on est en irrigation gravitaire, on n'est plus en viticulture, on est dans l'accro, où là, en fait, c'est une irrigation gravitaire des prairies, où vous avez un canal d'irrigation avec une martelière, donc vous avez quelqu'un qui est en charge de lever la martelière, d'inonder la prairie, et puis qui doit revenir. Donc là, l'idée, c'est tout simple, c'est de mettre un petit capteur d'humidité en bout de parcelle pour s'assurer quand la lame d'eau est arrivée au bout de la parcelle. Et comme ça, il y a une alerte, et la personne qui gère les martelières va fermer la martelière une fois que l'eau est arrivée. Donc c'est des petites choses toutes simples, mais qui émanent finalement de besoins simples des professionnels. Puis là, c'est un projet un petit peu plus ambitieux qu'on a qui se repose sur le réseau Centipède, la correction symétrique GNSS participative. Et l'idée qu'on a, c'est de voir comment on pourrait, donc là, on s'inscrit dans le désherbage mécanique sur le rang. L'abandon progressif du glyphosate va faire que on va avoir de plus en plus d'heures de tracteurs.
Donc, comment soulager quelque part sans le remplacer? On ne parle pas de robotique, hein, mais on est dans des choses finalement en transition. Comment soulager finalement le tractorisme avec du guidage précis au centimètre? Et c'est de soulager le tractoriste qui va rester 8 heures, 10 heures sur le tracteur, qui va faire que du désherbage à partir du printemps, ou une partie du printemps. Et voilà, avec des systèmes. Alors là, c'est intéressant parce qu'on raisonne low cost, mais avec des prix. Il y a des solutions commerciales qui existent, hein, et l'idée, c'est de voir comment on peut remplacer soit la partie localisation, soit la partie software, etc., avec des outils, avec les outils tech et low cost. Là, on est en cours d'expérimentation. Thomas, cet après-midi, pourra vous en parler dans le projet. Et là, c'est juste pour vous montrer un petit rover. Donc là, c'est un projet qu'on a fait avec les étudiants. C'est un petit récepteur RTK. Donc là, j'ai laissé 2000 euros, mais ce n'est pas 2000 euros. Hein. On est à quelques dizaines d'euros. Et je vous ai mis à droite la précision qu'on a. On a fait le contour d'une table sur le campus avec les étudiants. Voilà. Donc ça, c'est les points qui font le tour d'une table avec le GNSS centimétrique. C'est pour vous montrer la précision qu'on va avoir et qu'on a avec ces outils. Moi, c'est une petite révolution à suivre de près. Il y en a qui s'amusent même à dessiner, hein. Même des artistes qui s'amusent à filmer, à enregistrer la chorégraphie des danseurs en plein air avec ce système-là, tellement il est précis. Voilà. Opportunités limites. Les opportunités pour nous, pour la recherche, je pense qu'elles sont évidentes. Hein. L'adresse de nouvelles questions scientifiques, c'est très original, donc ça nous permet de publier. Ça nous permet aussi, en tant qu'enseignant, de se mettre toujours à jour, hein, d'être toujours un petit peu à la pointe sur ce qui se fait, donc, évidemment. Et puis, un point qui est important, on en a parlé beaucoup, hein, des jeunes, mais c'est des projets qui sont très motivants quand j'ai une équipe jeune. Et mon souci aussi, c'est de fidéliser en fait, ces compétences-là. Et c'est des projets qui sont très, très motivants, parce que porteurs de valeur, ils sont en phase aussi avec, avec les besoins, ils peuvent y répondre rapidement, et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est important. Pour les professionnels, nous, l'avantage qu'on voit, c'est une acculturation naturellement progressive qui se fait de manière, on va dire, presque, on essaie de manière naturelle. C'est des technologies qui sont accessibles et on pense aussi qu'il y a un moyen de fédérer des réseaux autour de ces objets-là. Donc, des réseaux déjà existants, hein, à travers les chambres, à travers les coopératives d'utilisateurs, à travers d'autres acteurs, naturellement. Pour les entreprises, moi, je pense qu'il y a un intérêt réel, c'est la structuration des professionnels numériques. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il y a, des viticulteurs qui nécessairement vont zapper, une fois qu'ils auront goûté, qu'ils auront vu l'intérêt de solutions comme celle-là, qui vont se reporter sur des solutions on va dire, bien packagées, avec une maintenance, un service proposé par les entreprises. Donc, moi, je pense que ça, vraiment, ça participe quelque part à l'acculturation des professionnels sur le numérique. Et puis, en termes de transition prise, je pense que c'est une opportunité pour co-inventer, par toutes les transitions de la viticulture. C'est une occasion aussi pour inventer de nouveaux objets, pourquoi pas de nouveaux itinéraires. Hein. Moi, mettre dans la main des viticulteurs quelque chose qui est précis au centimètre, je pense qu'ils vont être capables d'inventer plein de choses avec l'entretien des rangs, l'entretien des rangs de culture. Voilà, puis innover naturellement pour ça. Voilà. Les limites et interrogations qu'on a aujourd'hui, naturellement, c'est le changement d'échelle. On travaille avec des compétences bien identifiées, avec des groupes de personnes motivées. Voilà, donc c'est une réflexion qui est en cours. Je pense que passer du prototype V0 à un service commercialisé, et moi, à mon avis, c'est toujours difficile, mais ça, on sait faire. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire. À mon avis, il n'y a pas de problème en particulier. Par contre, je pense qu'il va y avoir, nous, les interrogations qu'on a, c'est voilà, passer du prototype zéro à un outil, pourquoi pas autoconstruit ou accompagné, comment ou avec quelles compétences, quel niveau d'autoconstruction. Parce qu'il peut y avoir aussi une partie commerciale, une partie service, et puis une partie autoconstruite. Je m'interroge, hein, est-ce qu'on ne va pas aussi faire des nouveaux métiers, peut-être, hein, adossés aux concessionnaires, aux clients, pourquoi pas. Et puis, naturellement, s'appuyer sur les organisations en place, hein, tout ce qui fédère déjà les acteurs, les coopératives, les associations. Voilà, c'était juste un petit retour d'expérience
S'il y a des questions là, sur les trois intervenants, Nathalie Pino et Bruno. calme, hein. Calme. Des questions, je trouve que c'était intéressant de voir Le MacGyverisme. voir des solutions. En tout cas, on a pas C'est poser des questions. C'est la suite de près. Parce que je pense que avant réponse par exemple des questions. Question, c'est pourquoi il n'y a pas de. Qui sévissent des solutions des fabricants. La première des solutions générales, pourquoi un constructeur de capteurs validé Là, il pourrait aussi. Non. Par exemple, c'était intéressant pardon, si je reviens sur son type web. Moi, je suis allé interroger Google, les services avec la connexion pour me dire qu'est-ce qui se passe, quelle est votre stratégie, comment vous vous positionnez. Eux, clairement, ils l'intègrent. C'est-à-dire que moi, j'étais très, très agréablement surpris par leur réponse, en disant bah oui, on l'a constaté. Et nous, notre stratégie, quelque part, même à la limite en termes ça nous soulage en termes de force commerciale, parce qu'en fait, la partie la plus dure, c'était la partie abonnement. Vendre du matériel, voilà. Par contre, vendre l'abonnement, c'était difficile. Et là, du coup, on a une solution, on peut proposer le non-abonnement si la personne passe, par exemple, le reste. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut inventer, c'est des modèles qui intègrent ça. Par exemple, un capteur que tu as en construction. C'est un constructeur spécifique et le fabrique un millier d'exemplaires, il va pouvoir le vendre aussi 80 € tout fait. 100 €, mais on n'a pas à le faire. Ouais. Oui, il y a pas cette transformation-là. Et alors là, par exemple, c'est la caméra, par exemple, qui est à 80 €. Moi, je pense que si en autoconstruction, voilà. Par contre, si ça devient un service, forcément, je pense que ça sera plus cher parce qu'il va falloir du matériel, il y aura de la maintenance. Mais je pense que le matériel, ils intègrent ça. Donc c'est privé. C'est juste qu'aujourd'hui, l'accès est tellement facilité, c'est technologique qu'on peut trouver des gens qui se débrouillent. Je pense que c'est plus une menace d'entreprise. C'était pas gênant. Je pense pas gênant. Et est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a une multiplicité des besoins, une multiplicité des types de capteurs nécessaires, qu'on n'est pas capable de l'utilisation? Sinon, on a besoin de se spécialiser sur et produire un capteur qui soit top pour cette utilisation-là. Moi, je pense que si je fais une analogie, par exemple, avec l'informatique, on va trouver ça aussi. C'est-à-dire que même avec la mécanisation, on va trouver des structures qui acceptent finalement de détruire leurs tracteurs. Ça a toujours été, et ça aura toujours, ils soudés, etc. Puis on va trouver des profils, non, ils veulent un service clé en main, à la limite, même le tracteur, ils vont en leasing, et ils ne veulent surtout pas être embêtés par la maintenance. Je pense que c'est le modèle américain. Le modèle américain, il ne touche à rien. Ouais, il ne rien touche. Et voilà, mais je pense qu'on va, il y a tout ça à adresser. Et il y a à apprendre les uns des autres. Enfin, moi, je pense qu'il va y avoir des idées brillantes qui peuvent émerger comme ça d'applications toutes simples, qui vont rester, pourquoi pas, en évolution sur notre construction, mais qui peuvent donner lieu à un service. C'est pas antinomique, pas du tout. Par contre, il faut s'observer, je pense. Est-ce que tu penses qu'il y a, enfin, c'est un peu, ce modèle-là est pérenne, c'est-à-dire que ce n'est pas des forces qui sont plus importantes, justement, qui vont dans le sens d'empêcher finalement ce bidouillage, ou même, enfin, pourrait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on le voit bien dans certains systèmes, les constructeurs ne souhaitent pas que les utilisateurs
rentre dans le système. Mais ça, ils ont perdu le pied. Hein, Oui, C'est ma Ils question. perdent pied, Je honnêtement. pense qu'il y a des forces. Ils perdent tous pied. Tous ceux qui ont Ouais. fait les systèmes fermés, aujourd'hui, ils il perdent faut, le pied. il faut marcher arrière. Ah oui, c'était vrai à une époque, mais il faut, à partir du moment où il y a des technologies qui sont démocratisées au sens à la fois de la compétence, mais aussi au sens économique. Parce que là, tu démontres qu'aujourd'hui, ces capteurs, ces outils sont très peu chers. Bien, ces constructeurs, ces fabricants qui ont essayé de protéger. Enfin, je pense aux deux forces, parce que, enfin, si c'est fini, je pense que c'est effectivement ce que tu dis. Et c'est d'ailleurs le danger, c'est que maintenant les entreprises s'interrogent. Elles veulent aller dans ces métiers-là, on se dit tout de suite la première question. Je le sais parce que notre groupe, par exemple, regarde beaucoup de sociétés qui proposent d'investir dans la gauche. On se pose toujours la question, mais voilà. Parce que dans 10 ans, cette entreprise, elle existera encore. Peut-être que la technologie sera tellement démocratisée que tu dis, donc, tu ne généreras pas la valeur ajoutée de l'achat. je suis d'accord avec ce que tu dis sur cette force qui pousse plutôt à ouvrir, mais il y a quand même aussi deux forces à fermer. La première, c'est quand même des barrières à l'entrée. C'est-à-dire que des gens qui savent bidouiller puissent rentrer et le revendiquent et le fassent, ça va faire tout le monde, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que ça sera à la portée du premier venu, comme ça pouvait l'être avec les 12 auparavant. L'autre aspect, c'est l'aspect juridique, c'est-à-dire que dès l'instant que tu as commencé à bidouiller, il dit, moi, ma garantie, Oui, enfin, c'est ma question. Est-ce que dans le système de force, toi, tu penses que ça reste ouvert? même famille, c'est dans l'élevage, mais quand je vois les tracteurs, qu'est-ce qu'ils deviennent autant et par rapport à ce qu'ils Oui, mais ça, c'est vraiment, l'ancien ils système. sont tous bricolés dans tous les sens. Oui, mais ça, c'est la clé. Quand tu commences à bidouiller, ça, tu ne bidouilles pas la clé tout à l'heure. Ouais, c'est pas question. C'est ma question. C'est un très exemple que tu prends la forme. Ouais. Ce que Bruno montre, c'est que ça C'est va que ça arriver marche. aussi là. D'accord, oui, c'est ça qui est intéressant. Honnêtement, j'aurais pensé qu'il y avait une réticence. Un jour, il y aura des jeunes qui bricoleront leur Tesla pour les rendre bien plus performants. C'est qu'il y avait j'ai brillé. Ces usines chinoises Comme on faisait sur les mobs. Si je peux me permettre par rapport c'est la communauté. C'est-à-dire que l'informatique, vous avez toutes les solutions qui sont proposées et qui sont disponibles à la différence de la clé close. Si on n'avait pas en fait de connaissances à proximité, etc., on ne pouvait pas en fait se former en autodidacte. Tandis qu'avec l'informatique, Il y a les tutos. tout est fait et vous êtes en plus accompagné dans la communauté de manière finalement qui est beaucoup plus pédagogue et plein Et disponible, c'est Oui. impressionnant. Enfin, moi, j'ai vu Simon, quand il a installé, il avait des problèmes pour installer le système. Mais c'est instantané. Oui. C'est-à-dire que j'ai tel problème avec telle broche, je ne sais pas. Simple. Oui, qu'est-ce que tu Donc, Julien? Je voulais dire la même chose, mais on un autre chemin. On sous-estime souvent les capacités d'innovation parce qu'on ne les voit pas. Et on surestime l'adaptation de l'innovation. Les freins sont psychologiques. C'est dans le mental. Et souvent, ça ne se diffuse pas. Et souvent, c'est le collectif qui répond à ça. Et dans d'autres secteurs, par exemple, on ne pas que dans nos secteurs d'activité, ce qui va permettre l'intégration de l'innovation, c'est pareil, niveau un peu supérieur, peut-être un niveau de filière un peu amont, qui va identifier des choses, qui va créer une structure, une modalité d'accompagnement pour que des petites simulations de terrain deviennent, alors pareil j'ai entendu brevet, mais deviennent des vraies innovations qui vont être diffusées. Parce que si vous ne appuyez pas sur le vigneron, le premier qui a vignoyer, et que vous, de façon industrielle, quand on a un peu d'ingénieur, le truc, le vin qui donne une valeur de marché, souvent le problème, c'est pas que la machine, elle n'est pas excellente, c'est qu'en fait, il y a un frein à l'usage. Et quand on s'appuie sur le vigneron qui a bidouillé, et ça marche dans d'autres secteurs, c'est pour rester sur l'exemple, finalement, on a l'aider à l'accompagner, c'est lui-même qui a pris son idée d'origine et va montrer aux autres comment on fait. Ça marchait dans le textile, ça marchait dans le monde de la course et du trail. Les premiers trailers, ils bricolaient leurs propres chaussures. À chaque fois que des grosses marques elles sortaient des chaussures de trail, personne ne les achetait. Les gars, ils faisaient la fin des courses, ils montraient ce qu'ils faisaient. Et c'est comme ça qu'on a créé les marques. Et c'est un peu la même la solution qu'on perçoit avec les travaux de Théo. C'était la question que je me donnais, c'était il a mis en avant des frais.
Et des freins, et comment on les combat? Je pense que pour surmonter des freins à l'usage, c'est de nouveau la dimension collective. C'est que ça change. Il y a pour moi, il y a un sujet vraiment crucial, c'est de faire en sorte que la solution qu'elle soit devienne un vrai besoin de ceux qui. Je pense qu'aujourd'hui, le système d'information s'intègre mal dans les entreprises parce que ce n'est pas encore ressenti comme un besoin vital. Et l'homme est naturellement paresseux. Moins il en fait, mieux il sera. C'est vrai partout. Donc, bien comprendre que toujours salarié comprendre que s'il utilise ce système d'information, il va travailler 2 fois moins, ce sera c'est là entre les deux où aujourd'hui, le système d'information tend malheureusement à être encore un peu rigide. C'est emmerdant. Voilà, mais je vais perdre du temps, je ne vais pas travailler efficacement. Je préfère me rebâtir sur mon petit outil Excel. C'est vrai, aujourd'hui, il y a 2 systèmes d'information dans les entreprises. ERP officiel, avec tous les outils AWS, des tas de noms autour de tout ça. Et puis à côté, il y a le tableau Excel qui continue à vivre et qui souvent, d'ailleurs, c'est une histoire. C'est catastrophique. Et la difficulté, c'est de faire comprendre à que ce soit le salarié, tous les niveaux de responsabilité, faire comprendre qu'à un moment donné, en utilisant cet outil ERP, il gagnera du temps. Et c'est long à venir. C'est long à venir. Ça met, parce que souvent aussi, les outils ERP sont complètement aboutis. Donc, tant que ce n'est pas fait, ben, les gens préfèrent un truc complètement ouvert, comme Excel. On peut toujours aller modifier un chiffre, une bricole, et ça avance. On ne va pas être bloqué, parce qu'on a oublié de faire le mouvement de la pièce qui doit aller de là à là. Dans un ERP, quand on oublie de faire le mouvement, on se bloque. Personne ne peut plus avancer, on peut pas passer à la commande, ceci, tout est c'est archi emmerdant. C'est horrible, c'est stressant. En plus, les gens ressentent complètement stressés. Un fichier Excel, ça avance, même si c'est faux. Donc c'est là qu'il faut comprendre ça. Et là, on revient à la notion d'adoption, d'innovation. Je reviens à l'histoire du téléphone. Je suis de la génération d'avant Internet, ça doit se voir, et même d'avant le téléphone portable. Le portable est arrivé, le premier usage, c'est 1995. Et sachez qu'en 1995, c'était pas en France. En France, on ne l'utilisait pas encore, c'était en Italie. Bien plus en avance. Ça a été une révolution quand j'ai eu ce téléphone. Parce que j'ai pu me faire suer mes collaborateurs le week-end. J'ai pu embêter mes fournisseurs le week-end, le soir, à n'importe quelle heure, et gagner un temps fou. Et pour moi, ça a été un soulagement, parce que ça me permettait aussi de me décharger du stress que je pouvais avoir en interne, et de dire, voilà, il va falloir que je me rappelle lundi d'appeler un tel. Bon, je l'appelais tout de suite. Et j'étais passé à autre chose. Vous vous rendez compte davantage? C'est parce que ça a été vraiment une innovation de culture qu'on l'a adopté. Mais au début, les études de marché montraient quoi? Que le portable, c'était fait pour les gens qui allaient voyager dans la voiture. C'était pour les médecins, les pompiers, des gens comme ça. On ne l'a pas vu arriver. Donc, mais parce que justement, il y a eu des gens comme explique Bruno qui ont su bricoler, qui ont su réadapter le téléphone à un usage. Et aujourd'hui, bon, c'est nul ce que c'est nul. On n'achète plus un téléphone pour téléphoner, mais pour des tas d'autres choses. Donc, je crois que c'est ça l'enjeu dans l'innovation, c'est d'en faire un vrai besoin. Ça devient essentiel et on ne peut plus se passer du téléphone aujourd'hui. C'est complètement dingue, mais c'est comme ça.